Bonsoir à tous, bienvenue. Un film court plutôt qu'un long discours pour vous montrer la dynamique de la région Occitanie qui a créé et qui porte ce lieu orienté vers demain, où tous ensemble nous pensons l'Occitanie de demain. Ici, les mondes se croisent, on travaille dans le temps long. Et je crois que ce soir, ça nous fait un point commun, puisque vous allez travailler sur le haut de bilan. Et nous souhaitions, Raphaël Lamoureux, directrice de la Cité de l'économie et des métiers de demain. Raphaël se joint à moi ce soir pour vous souhaiter à tous d'excellents travaux et vous revoir, j'espère, bientôt dans nos murs pour préparer demain. Bons travaux. Merci beaucoup Laetitia Montagnier, on peut l'applaudir, merci de nous recevoir ici dans ces lieux. Bonsoir donc à toutes et à tous. Bienvenue pour cette soirée après 2 ans de crise sanitaire qui ont bouleversé les perspectives économiques et financières. Les développeurs économiques ont constaté un intérêt croissant et renforcé sur les problématiques du haut de bilan, avec la consolidation, la restructuration des fonds propres, mais aussi un besoin d'information et d'orientation croissant de la part des entreprises. C'est dans ce contexte que va être lancé aujourd'hui l'appel à candidature pour la 18e convention d'affaires régionales Occitanie Invest. C'est aussi dans ce contexte que son organisateur, l'Agence de développement économique de la région ADOC et la Lettrem ont souhaité faire venir les intervenants clés pour vous permettre de recevoir leurs témoignages, leur expérience sur ce sujet qu'est le haut de bilan, et en particulier sur la partie capital risque. Alors, quelques éléments avant de poursuivre et de recevoir nos intervenants ici sur ce plateau, quelques éléments de la situation au niveau national. D'abord, le constat, c'est la très forte hausse des montants levés et investis en 2021, ça s'inscrit dans une dynamique croissante et la barre symbolique des 10 milliards d'euros a été dépassée en décembre 2021. Les entreprises innovantes françaises ont réalisé 784 levées de fonds l'an dernier pour un montant donc de 11,6 milliards d'euros. Dernier chiffre et pas des moindres, le montant moyen des opérations de financement est d'environ 15 millions d'euros. Alors ça, c'est, on va dire, on est en macro là, on est au niveau national. Mais maintenant, on va se rapprocher de notre région Occitanie. Et pour ça, merci d'accueillir le vice-président de la région Occitanie en charge de l'économie, de l'emploi, de l'innovation et de la réindustrialisation, Jalil Ben Abdillah. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir Jalil. Alors, on a donné quelques chiffres pour poser le contexte au niveau national. Au niveau régional, est-ce qu'il y a des spécificités ? Oui, bien sûr. D'abord, le contexte que vous avez cité, post-Covid, qui a mis en valeur donc l'importance de la question du haut de bilan, des fonds propres et des quasi-fonds propres, s'applique évidemment à l'Occitanie. Puis il y a une dynamique spécifique ici. Nous avons des années, on va dire, exceptionnelles, mais la confirmation va rendre ça peu exceptionnel, puisqu'en 2020, c'est plus de 200 millions d'euros qui ont été levés, alors évidemment boostés par de belles histoires comme Swile, mais aussi qui a été confirmé en 2021. Là, on a été à plus de 440, près de 450 millions d'euros de levée. Là aussi, je fais le point aujourd'hui à mi-chemin. On est sur les mêmes bases, donc plus de 150 millions d'euros qui ont été levés. Pour 2022. Et pour 2022, ça veut dire qu'on s'inscrit depuis 2020 dans une certaine régularité, d'une dynamique boostée par d'abord la scalabilité de certains projets, et tirée par non seulement la licorne, Swile, mais aussi par Kineis, par d'autres projets qui ont fait vraiment, on va dire, des levées importantes et structurantes. Ça rassure toutes nos entreprises qui ont des ambitions dans ce domaine-là. Et aussi, une spécificité ici, mais qui est connue et reconnue de tout le monde, c'est le caractère très innovant de nos territoires. Et aussi, en Montpellier, on sait de quoi il s'agit, l'innovation, avec un système, bien sûr, de start-up, de BIC et aussi d'universités et de laboratoires qui vont pousser donc, l'innovation au maximum. Et donc, on retrouve aussi la diversité des secteurs.
On a le numérique, la fintech, le new space, on a beaucoup de la mobilité et l'énergie. Donc on retrouve donc tous ces secteurs et donc il y a des choses qui sont corrélées avec le national et des spécificités très régionales. Alors on va poursuivre tout à l'heure sur les outils mis en place par la région, mais pas que, on verra l'ensemble de l'écosystème. Mais on va d'abord prendre place parce que je vous propose d'accueillir tout de suite pour la première table ronde, il y en aura deux, Aline Serve, Frédéric Bourrelly et Valère Ram. Alors, nos trois invités, je vais vous les présenter. D'abord, Aline Serve, vous êtes la présidente de Smart Cash. Smart Cash, c'est une spin-off du CNRS qui a été créée en 2016 et qui est basée à l'Oncopole de Toulouse. Vous développez des dispositifs médicaux innovants qui intègrent les plus grandes avancées en matière de micro et de nanotechnologie. Et tout ça pour un but, un objectif qui est d'améliorer le diagnostic et la prise en charge des cancers. Votre société a réalisé sa première levée de fonds en 2021 pour un montant de 3 millions d'euros. C'est bien ça. Et compte aujourd'hui 16 collaborateurs. À vos côtés, Frédéric Bourrelly, vous êtes le président et directeur général de Mon Chasseur Immo. Mon Chasseur Immo est né en 2012, lauréat Occitanie Invest. C'est une PropTech montpelliéraine, une plateforme digitale leader en France dans l'achat immobilier pour habiter et investir. Vous avez aujourd'hui 150 chasseurs IMO répartis sur la France et donc cette plateforme digitale qui est unique et avec une application qui est dédiée. Votre levée de fonds la plus récente, 10 millions d'euros. Enfin, Valère Ram, c'est le national de l'étape, on va dire, et de cette table ronde. Vous êtes partenaire chez iInnov. Alors, iInnov, c'est un fonds B2B européen qui a été créé par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs. Vous êtes basé à Paris, à Lyon, à Munich. Vous soutenez des entreprises qui ont une croissance, une hyper-croissance et qui sont responsables et qui transforment l'industrie et les services grâce à des technologies numériques innovantes. Et vous les aidez non seulement à se développer et à devenir des champions sur le marché national, mais aussi à l'international. Alors je vais commencer avec vous, parce que vous allez nous apporter votre éclairage et votre vision macro pour faire un point sur les tendances en matière d'investissement. Est-ce qu'on est toujours sur le même train de ce qu'on vient de voir dans les chiffres 2020, 2021, 2022 ? Alors, oui et non. On a effectivement une année 2021 qui était exceptionnelle au niveau national avec plus de 11,5 milliards qui ont été investis dans l'économie digitale. On a, depuis le début d'année, c'est les chiffres à fin juin, 8,5 milliards qui ont été investis sur le marché. Et à date, on est à peu près à 10 milliards. Donc on se dit que c'est une progression qui est là aussi très forte, mais qui se fait en deux temps. Les 8,5 milliards à fin juin, on était 63% au-dessus de ce qui avait été fait l'année précédente. Les 10 milliards à quasiment fin septembre, on n'est plus qu'à 23% au-dessus de ce qui avait été fait l'année dernière. Donc il y a un léger ralentissement, une légère contraction. En fait, si on regarde ce qui s'est passé sur les 18 derniers mois, il y a eu, avant même, il y a eu le Covid, une adoption du digital qui a été extrême, que ce soit sur du B2C ou sur du B2B. Dans le B2B, le digital pour les entreprises, le besoin de numérisation des entreprises est devenu extrême. Et donc, on a des sociétés qui se sont hyper développées pendant cette période-là, qui ont eu besoin de gros montants de financement. Et les 70% des volumes d'investissement, que ce soit sur 2021 ou sur le début d'année 2022, étaient liés à des levées de fonds de plus de 50 millions. Donc, il y a eu énormément de grosses levées de fonds de plus de 50 millions d'euros. Depuis, ces grosses levées de fonds ont un peu ralenti. Pourquoi ? Les marchés financiers, alors c'est très financier, mais les marchés financiers ont un peu baissé. Les investisseurs deal stage qui voient les marchés financiers comme une porte de sortie ont un peu plus peur. On restreint un peu leur prise de risque. Et donc, de fait, ces levées de fonds grosses sont un peu limitées. Sur l'amorçage et sur le early stage, les volumes sont à peu près restés constants, voire ont toujours continué à augmenter. Les cycles de décision au niveau des fonds prennent un peu plus de temps, mais il y a toujours de l'argent et toujours des projets qui sont financés.
Alors, comment vous envisagez, dans ce contexte-là, 2023, avec les incertitudes internationales aussi qu'on peut avoir actuellement? Très clairement, sincèrement, c'est très compliqué de se projeter. L'état actuel, c'est qu'il y a de l'argent, les fonds ont de l'argent, ils ont beaucoup levé sur les 2 dernières années, donc ils ont des capacités d'investissement. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a de superbes projets en face de nous, des entreprises qui se développent très fortement sur le territoire national, mais aussi et surtout à l'international, qui ont des besoins de financement pour structurer leurs activités internationales et atteindre des leaderships mondiaux. Donc ça, c'est les bons facteurs. Les points positifs. Ça, c'est les points très positifs. Les points négatifs, c'est effectivement, il y a un contexte économique qui est difficile potentiellement, avec de l'inflation, potentiellement des récessions qui vont arriver en face. Et donc ça, c'est des moyens finalement des clients finaux d'acheter qui seront potentiellement impactés et qui pourront réduire les capacités de croissance des sociétés. Est-ce qu'on pourrait donner des exemples de quelques levées de fonds emblématiques que vous pourriez nous citer là, comme exemple de gros... Alors dans notre fonds, on en a eu oui. 4-5 de plus de 100 millions d'euros sur les 12 derniers mois. Les plus récentes, comme ça permettra de ne pas avoir à choisir entre les plus belles sociétés de notre portefeuille, mais les plus récentes, on a lancé une levée de fonds de 150 millions d'euros sur une société qui s'appelle DeepKey, qui est un éditeur de logiciels qui permet de réduire l'impact carbone des bâtiments et des parcs de bâtiments détenus soit par les sociétés, soit par les investisseurs. Et c'est une société qui a une hyper-croissance, qui recrute plus de 300 personnes cette année, qui se développe énormément à l'international et qui a des clients en plus qui ont des parcs de bâtiments qui sont vraiment très éclatés dans le monde. Et la deuxième société qui a un outil qui s'appelle le platform.sh, c'est ce qu'on appelle un PaaS, c'est une plateforme as a service, qui est un outil, qui est une surcouche de l'hébergement cloud, donc beaucoup plus technique, qui est là aussi une société qui a un modèle assez particulier parce qu'elle a été quasi exclusivement en remote depuis sa naissance. Donc ça fait 5 ans qu'ils testent finalement le modèle du confinement à échelle réelle. Et c'est une société qui a levé 140 millions de dollars et qui là aussi a de grandes ambitions de recrutement sur les profils à la fois techniques mais aussi commerciaux. Et ces montants sont très importants, à la fois parce qu'ils permettent de recruter des ressources pour développer les sociétés, mais aussi c'est des montants qui permettent à ces sociétés de consolider des acteurs un peu plus petits qui auraient soit des apports techniques, soit des apports commerciaux à apporter directement aux sociétés. Et donc on voit aussi dans les points positifs pour à la fois cette année et l'année prochaine, un marché de la consolidation technologique, donc des grosses sociétés qui rachètent des petites, qui est beaucoup plus dynamique que ce que ça n'a été sur les 10 dernières années. Alors, on va en venir à nos exemples régionaux. On a souhaité pouvoir apporter des témoignages de sociétés qui ont fait des levées de fonds, essayer de suivre un peu leur parcours, qui nous racontent un peu leurs expériences. Ça va être le cas avec Aline et Frédéric. Alors, à quel moment est-ce que vous avez eu besoin, et l'un et l'autre, de faire appel au capital risque? Allez, qui commence? Aline. Commencer. Donc, c'est très spécifique au domaine, je pense aussi, au secteur. Nous sommes par définition une société deep tech. On colle vraiment à la définition exacte des deep tech. Donc, on a une spin-off du CNRS, on a une innovation de rupture de l'IP. Et donc, nous développons des dispositifs médicaux donc avec des temps de développement relativement longs qui font que le chiffre d'affaires est à horizon 6-7 ans. Donc, pendant les premières années, juste après la création de la société, nous avons pu justement faire cet exercice de transfert de la technologie du laboratoire de l'académique vers l'industrie. Et donc, c'est des phases vraiment de POC, d'upscale du process, donc finalement des étapes qu'on a pu financer au travers de plusieurs subventions régionales, nationales au travers de la BPI. Mais au bout d'un moment, bien sûr, on a besoin de ressources, on a besoin d'accélérer. Et donc, dans notre secteur, c'est assez typique, en tout cas, avoir recours effectivement au capital risque. Ma petite observation par rapport aux années précédentes, c'est qu'aujourd'hui, les subventions, que ce soit européennes ou nationales, deviennent de plus en plus mixtes. Ça veut dire qu'auparavant, on pouvait avoir du full grant, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt c'est vraiment du 1 pour 1
terrain où il faut adosser en fait la subvention à une augmentation de capital. Donc finalement, il y a aussi, voilà, on ne doit pas passer par là, mais c'est quand même voilà, quelque chose qu'on doit mobiliser ou considérer fortement. Frédéric. Oui, alors nous, on n'est pas dans la deep tech, on est plutôt dans de l'innovation d'usage dans le B2C, dans le particulier, avec des nouveaux services dédiés à l'acquéreur immobilier pour simplifier l'achat immobilier, puisque c'est notre promesse. Donc moi, depuis que j'ai créé la société, 2012, j'ai toujours été en levée de fonds. Donc, puisque j'ai fait 4 opérations sur des montants différents, mais voilà. Donc, ça fait 10 ans, la société a été créée. J'ai commencé avec des business angels, puis après avec Soridec, puis Soridec Irdi et XO maintenant. Donc j'ai toujours été soit en préparation d'une levée, soit en venant de la terminer, soit en digérant la précédente et en commençant à anticiper la prochaine. Donc voilà, donc c'est un modèle de développement que de se financer par des tiers pour permettre des accélérations de développement. Et donc j'ai toujours été là-dessus, et avec toujours en tête d'avoir plusieurs scénarios au même moment, c'est-à-dire de réussir à moitié ou de ne pas réussir du tout, et dans chaque cas savoir ce qu'on fera, quoi. En termes d'exécution, ça c'est important, parce que l'environnement change. Alors justement, je voudrais que vous nous racontiez, de façon bien sûr concise, mais les étapes un petit peu de ce parcours pour réussir cette levée de fonds. Alors nous, je trouve que c'est des moments où il faut être le plus possible accompagné en fait. Donc nous, ça a été un moment où on était incubé par l'incubateur toulousain. Donc ça nous a permis en fait, c'était une première levée pour nous, donc nous avons préparé toute la documentation, on a pu voilà, la challenger par des coachs, des experts, et il faut très bien s'entourer par de très très bons avocats. Je trouve que c'est aussi important d'être bien épaulé à ce moment-là, et nous avons petit à petit, une fois que nous avons décidé d'y aller, nous avons participé à pas mal d'événements dont Occitanie Invest. Alors nous n'avions pas candidaté, mais j'étais présente pour voir comment ça se passait. Et voilà, donc ça a été des premières rencontres. Je trouve que vraiment le contact humain, là, pour le coup, a été important pour vraiment se confronter et discuter avec des premiers fonds d'investissement. Et donc, ça a été un processus pour nous assez long, d'1 an. D'habitude, en moyenne, on entend plutôt du 6 mois, voire du 9 mois, mais nous, ça a été quand même un processus relativement long, avec un fort soutien des fonds régionaux, très rapidement, mais qui se positionnaient plutôt en fonds suiveurs. Et donc, pour encore une fois notre secteur, c'est important d'avoir des fonds spécialisés qui permettent effectivement voilà, d'avoir ce regard critique sur notre domaine. Frédéric, vous, vous l'avez dit, vous en avez fait 4 levées de fonds. Quel a été le parcours pour réussir une levée de fonds? Quels sont les... Le parcours, moi, ça a toujours été entre 6 et 9 mois, décomposé en 3 périodes. Le dossier, donc reconstituer l'historique, les projections, le BP, etc. La vente, quelque part, c'est un travail de vente, les roadshows. Et puis après, le closing, avec toutes les étapes de due diligence, de négociation, du pacte d'actionnaires, etc. Et ça se décompose, c'est 3 périodes égales de 2 ou 3 mois chacune, et au total, c'est entre 6 et 9. Sur la période, moi, c'est ce que j'ai constaté. Voilà. Est-ce qu'il y a des difficultés, justement, que vous avez repérées, qui sont revenues ou pas, parce que vous vous êtes corrigé de levée de fonds en levée de fonds, mais quelles sont les difficultés auxquelles vous avez pu être confrontés? La première difficulté, c'est de bien anticiper le temps que ça va prendre aux dirigeants. Donc ça, c'est la première chose. Moi, ça m'a à chaque fois pris à peu près la moitié de mon temps. Mais une préoccupation aussi permanente. Donc ça pollue aussi le reste du temps qu'on passe à faire autre chose. Parce que c'est une préoccupation permanente, puisqu'on engage sur la durée et on anticipe parfois même certaines dépenses par positivisme, etc. Donc du coup c'est permanent, et donc on peut être amené à décrocher un peu du suivi opérationnel et de la réalité de l'entreprise, des clients, des partenaires, des collaborateurs. Donc ça, faut faire très attention à ça. Faut aussi veiller à bien embarquer les collaborateurs et l'entreprise dans la levée de fonds, parce que tout le monde n'a pas forcément l'impression d'y trouver son compte.
Et donc l'accompagnement de ces périodes-là, avant, pendant et après, est un facteur qui est aussi beaucoup à prendre en compte, surtout dans les périodes qu'on vit en ce moment, avec toutes les interrogations sur le travail, sur la recherche de sens, sur le télétravail, sur tous ces modes de fonctionnement, l'indépendance par rapport au salariat. Voilà, il faut veiller en particulier pendant ces périodes-là à bien anticiper les choses et à réduire les risques sur les ressources clés de l'entreprise. Aline, vous, quels ont été les moments un peu difficiles? C'est marrant, c'est la même chose. On retrouve les mêmes difficultés. On nous avait souvent dit c'est un sprint et un marathon à la fois, et c'est vrai que ça l'est en fait. Il faut être au top. Enfin, on a vraiment l'impression. Enfin, il faut être vraiment très préparé mentalement, physiquement. C'est quand même des périodes éprouvantes. Et même chose en fait. J'avais l'impression de délaisser en fait l'équipe. Parce qu'on est vraiment happé par le processus et donc on les implique, etc. Mais c'est vraiment, on est accaparé jour et nuit, pas dans le mauvais sens, mais on cogite beaucoup et donc voilà, il faut faire attention à tout ça. Qu'est-ce qui, d'après vous, a été déterminant, l'élément déterminant dans votre levée de fonds? Moi, je pense au départ, c'est de savoir s'entourer des bons conseils. Donc ça, il faut avoir confiance, il faut avoir plaisir à collaborer avec eux. Ce qui n'est pas à gagner sur ces sujets-là, soit parce qu'on les connaît avant, quand on a la chance de les avoir pratiqués, c'est bien, soit parce qu'on change aussi, parce qu'il y a besoin de changer, parce que toujours les mêmes conseils, ce n'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc arriver à bien s'entourer en termes de conseils, je pense que ça c'est déterminant. Et puis, vous avez été, vous, accompagné, entre autres, par Occitanie Invest, justement. Ah oui, alors bien entendu, notre très commun de tous ici, c'est Occitanie Invest, bien entendu. J'ai participé à l'opération de l'année dernière, donc ce qui a permis de conforter le processus, soit par des échanges et des rencontres avec des gens avec qui on avait commencé à engager déjà des présentations, soit au contraire d'en faire entrer des nouveaux pour commencer à pitcher. Et voilà, donc ça a conforté, on va dire, très largement le processus de levée de fonds sur une seule journée, avec quelques heures ou journées de préparation, donc finalement un temps court, parce que c'était très bien monté, très bien organisé. Et donc oui, extrêmement utile. Aline, vous, qu'est-ce qui a été déterminant pour vous dans la réussite de cette levée de fonds ? Je trouve que des fois tout se joue par des rencontres fortuites, un mail qu'on a décidé d'envoyer différemment ou à une autre personne. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de... Voilà, il faut être ambitieux, oser des choses et participer, être exposé et ne pas appréhender en fait la levée de fonds. Il faut porter avec passion le projet et y aller naturellement. Et voilà, donc déterminant ou non, ça a été c'est plutôt un conseil sur la durée, je dirais. Valère, je vous voyais opiner du chef au fur et à mesure de ces témoignages. Est-ce que dans cette période qui a vu se succéder crise, rebond, relance, où certaines entreprises en très bonne santé ont vu un petit peu leur situation se dégrader, les PGE, etc., comment le contexte est-il pris et est-ce que le contexte est pris en compte justement par les investisseurs dans leurs engagements? Est-ce que la grille de lecture, du coup, évolue avec un effort d'adaptation, avec peut-être des challenges plus modestes, ou bien est-ce que les critères sont immuables et rien n'a changé malgré le contexte? Les critères principaux n'ont pas changé. C'est-à-dire qu'on investit dans une société, on se projette avec l'équipe entrepreneuriale pendant 5 ou 6 ans. Donc ce qu'on cherche en premier lieu, c'est une certaine adéquation entre notre philosophie, notre thèse d'investissement et l'équipe entrepreneuriale qu'on a en face de nous. Après, c'est sûr qu'il y a eu, pendant cette période de pandémie, des marchés qui ont été très impactés. Je pense notamment au tourisme, mais à d'autres aussi. Et forcément, dans la qualification du risque sur une industrie par rapport à une autre, ça a plutôt un impact négatif. Donc on a eu des levées de fonds, en tout cas d'un point de vue national, sur ces thématiques-là, qui ont été fortement ralenties, parce que le niveau de risque anticipé par les investisseurs était certainement beaucoup plus fort que sur d'autres industries. Et donc
l'investissement, c'est aussi un monde de vagues. Il y a eu des vagues l'année dernière qui ont été très fortes sur le financement de nouvelles marques, par exemple, qui se lançaient sur Internet, en B2C, parce qu'il y avait eu une vague d'hyper-croissance de e-commerce pendant les confinements. C'est un peu moins le cas maintenant. Il y a, les gens retournent un peu plus en boutique que ce que ce n'était le cas l'année dernière. Donc les investissements se concentrent un peu moins sur ces sociétés-là, parce que le modèle est vu comme un peu plus risqué que dans d'autres industries. Ça n'empêche pas qu'il y a des investissements, bien entendu, qui seront faits, mais les volumes sont beaucoup plus faibles. La crise, clairement, ça a fait émerger auprès du public investisseur une catégorie qu'on couvre, nous, depuis déjà pas mal de temps. D'ailleurs, c'est un peu la raison d'être du fonds, qui sont les entreprises qui ciblent le B2B et qui sont assez décorrélées d'une industrie particulière. Et ça permet quoi? D'avoir des modèles qui sont extrêmement résilients, qui ont la capacité d'aller chercher de la clientèle dans les industries. Un exemple? Typiquement, quand on parle je vous ai cité plateforme.sh, c'est un outil qui cible les développeurs, que ce soit de sites internet ou d'applicatifs, mais quel que soit l'outil, ou en tout cas le but de l'applicatif. Et donc ils sont capables de travailler à la fois avec l'industrie de l'aéronautique, du travel, mais aussi de l'industrie lourde. Ils peuvent travailler avec tout type de société, quelle que soit l'industrie. Et ça, clairement, les modèles résilients, ça amène toujours de la confiance supplémentaire vis-à-vis des investisseurs et donc un peu plus de capitaux. Voilà. Mais la grille de lecture fondamentale, ça reste la qualité de l'équipe qu'on a en face de nous, l'adéquation par rapport à notre philosophie d'investissement. Nous, typiquement, la philosophie d'investissement a toujours été tournée vers la croissance des entreprises, mais aussi vers une croissance saine. Et clairement, on n'acceptera jamais de financer une équipe qui n'est pas dans cet état d'esprit. Alors, au-delà de ces deux éléments-là, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce qu'attendent les investisseurs de la part d'une entreprise ? Alors, très fondamentalement, nous, on investit dans une société pour l'accompagner à se développer. Donc, ce qu'on attend, c'est un plan de développement qui soit à la fois ambitieux, mais aussi qui puisse limiter au fur et à mesure les risques de dérapage. Et globalement, après, une fois qu'on a trouvé cette marotte, enfin cette ligne très générale, on va aller regarder en détail les différents critères. Donc les critères, c'est quoi? C'est suivant la maturité du stade d'avancement de financement et du risque qui est pris par l'investisseur, donc du ticket d'investissement qui est émis. Au tout début, on va aller se concentrer quasi exclusivement sur la qualité de l'équipe entrepreneuriale. Au fur et à mesure, on va aller voir ce que cette équipe entrepreneuriale arrive à faire. Donc, regarder le produit qui est développé, s'il a réellement des avantages concurrentiels par rapport à d'autres, quelle est l'adoption du marché en face de ça, est-ce qu'ils arrivent à trouver des clients qui sont satisfaits du produit, et après, est-ce que l'équipe, avec les salariés, arrive à développer le revenu de la société et donc arrive à répliquer ce qu'ils ont déjà réalisé à petite échelle, à plus grande échelle. Tout ça de façon forte, mais saine. Est-ce que vous avez des exemples de gros plantages? Et dans pourquoi surtout? Jamais. C'est pour dire surtout pourquoi? Ça fait partie de notre métier, très sincèrement. On a tous, en tant qu'investisseurs, des portefeuilles qui sont diversifiés et qui ont leur part d'échecs. Il y a deux facteurs d'échec. C'est les facteurs qui sont internes à la société, et donc ça peut être une mauvaise gestion de la société, ça peut être une mauvaise entente entre une équipe fondatrice, ça peut être une culture d'entreprise qui n'est pas homogène et qui fonctionne mal, ou des process qui n'ont jamais été mis en place et qui finalement amènent une certaine dérive. Et puis après, les facteurs externes à la société, c'est qui sont les facteurs soit de marché. Il peut y avoir des réglementations sur un marché qui viennent impacter la capacité de croissance d'une société de développement, ou alors des facteurs de concurrence, des concurrents qui sont extrêmement développés, qui arrivent à avoir une capacité de croissance qui est beaucoup plus importante qu'une société, et qui du coup prennent des parts de marché qui sont indéniables et qui empêchent le développement d'autres concurrents. Peut-être on pourrait donner, d'après vous, alors les conseillers ne sont pas les payeurs, mais d'après votre expérience, à tous les deux, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui s'apprête aujourd'hui à se lancer dans cette aventure de la levée de fonds? Bon, d'abord, rarement on n'en fait qu'une de levée de fonds, donc il faut bien l'avoir en tête. Et la vie d'une entreprise, même start-up à un moment, évolue après, et l'aventure est souvent plus longue qu'on le pense au départ.
Donc ça veut dire que sur cette durée, je pense que c'est important, en tant que dirigeant, d'avoir un réseau relationnel de quelques personnes qui n'ont pas forcément d'intérêt majeur dans l'entreprise. Ce n'est pas des consultants, ce n'est pas des collaborateurs, ce n'est pas forcément des fonds d'investissement, ça peut être des business angels, ça peut être des relations personnelles, mais les mêmes et sur la durée, de manière à avoir des marqueurs et des personnes qui n'ont pas forcément d'enjeu direct avec vous, mais qui sont capables de vous tenir un discours en totale transparence. Et ça, c'est important parce que ça vous guide et ça vous aide à réfléchir et à prendre parfois les bonnes décisions et à choisir les bons partenaires aussi. Aline ? Je trouve qu'il faut très très bien la préparer, l'anticiper. Il y a malgré tout une stratégie à avoir en fait. Donc ne pas faire l'erreur de préparer un mail type et l'envoyer partout, ou un pitch sans un texte à côté et envoyer à toute la place. Il faut faire l'exercice de cibler, d'avoir... c'est vraiment, pour moi, le plus important, c'est le contact humain, le fit humain. Donc il faut prendre le temps en fait, d'analyser, est-ce que je suis dans le scope, quelle est la thèse d'investissement, quelles ont été les boîtes. J'ai pas hésité à passer des coups de fil à d'autres boîtes pour justement avoir leur retour et savoir comment ça se passait, etc. C'est des choses qui se préparent, et aussi tout ce qui va être plan de communication pendant l'année de la société. Ça se planifie aussi. Enfin, si on va faire des annonces importantes, si on va participer à tel ou tel événement ou avoir quelque chose à annoncer d'important, il faut idéalement le phaser aussi avec les temps pour être visible au bon moment et pouvoir voilà, du coup profiter de cet élan. Donc c'est une année où on a participé aussi à beaucoup de concours pour être plus visible aussi, et donc il y a de la stratégie derrière tout ça et il faut vraiment bien le préparer. Jalil, une réaction par rapport à tout ce qui s'est dit? Plus une petite question aux deux entreprises donc, qui ont levé des fonds. Vous ne parlez jamais de la valorisation. Est-ce un tabou ou ce n'est pas un sujet? On n'en parle jamais, on n'en a pas parlé là, mais on en parle quand on est en négociation. Mais là maintenant, oui, non, bien sûr. Alors il y a la valorisation, mais il y a les conditions autour de la négociation qui sont aussi importantes. Et ça, il faut s'y préparer. Parce qu'on parle de montant de valeur d'entreprise, de montant levé, de dilution de capital, mais il y a toutes les conditions autour, qui sont les actions de préférence, qui sont les clauses de good liver, bad liver, qui sont les BSA ratchet, qui sont tout un tas de conditions comme ça, qui impactent très fortement la valorisation faciale d'une opération et qui n'est pas souvent anticipée, compris, à mon sens, par les dirigeants, parce qu'ils n'ont pas fait déjà une première fois, ils n'ont pas forcément été avertis, et ils se trouvent au dernier moment, en phase de due deal, à accepter des conditions qui leur sont un petit peu imposées, qui sont présentées le plus souvent comme des clauses classiques, mais malgré tout, ces clauses classiques, il y a des nuances dans les clauses classiques, et il y a des choses qui se négocient. Et il faut être préparé à ça me paraît important. Valère, une réaction vous aussi de votre côté. Quel conseil vous donneriez en tant qu'investisseur à une entreprise qui prépare sa levée de fonds? Je pense que ça a été très, très bien dit. Il faut anticiper sa levée de fonds, mais très très longtemps à l'avance. Il faut essayer de qualifier au mieux le montant d'investissement dont on a besoin et l'ambition qui est associée à ce montant-là, avec un exercice qui est certainement pas simple, qui est à la fois d'être ambitieux dans la croissance, mais aussi réaliste. Et donc ça, c'est un travail qui se prépare bien en amont, avec beaucoup d'hypothèses généralement qui sont associées et qu'il faut anticiper. Et après, la relation avec les fonds, alors moi, c'est mon conseil ultime, il faut réellement prendre contact avec les fonds d'investissement bien en amont de sa levée de fonds, parce qu'il n'y a rien de pire pour un fonds d'investissement d'être contacté et qu'on lui dise finalement, il faut te décider dans les semaines qui viennent. Parce que finalement, nous, notre métier d'investisseur, c'est après d'accompagner les sociétés dans lesquelles on est rentré au capital pendant 5 ou 6 ans. Et une relation entre un investisseur et un entrepreneur ne se crée pas autour d'une table en 2 heures pour les 5 ans ou 6 ans qui viennent.
Donc clairement, c'est d'anticiper ce point-là. Ça permet aussi aux entrepreneurs de bien saisir les nuances entre les fonds, parce qu'il y a énormément de fonds sur la place. Il y a aussi des fonds étrangers qui investissent en France. Donc ça permet de bien cibler, une fois que le plan est bien déterminé, quels sont les fonds à aller contacter pour optimiser son temps derrière et de la réalisation de son opération sur le capital. Et puis ça permet aussi de bien comprendre l'interlocuteur qu'on a en face ou l'équipe qu'on a en face, comprendre ce qui les intéresse, quels sont les facteurs clés de décision chez eux d'un investissement, et puis de tester aussi mutuellement, de voir, poser des questions au fur et à mesure des échanges. Comment est-ce que vous anticiperiez cette étape pour voir si vous aussi, en tant qu'entrepreneur, ça vous correspond. Jalil, Valère a dit quelque chose d'important tout à l'heure. La grille de lecture n'a pas changé. Et oui, enfin, j'allais dire malheureusement pour les quelques entreprises dans celles de l'industrie qui ont été extrêmement impactées par les crises qu'on vient de connaître. Et donc, évidemment, la grille n'a pas changé. Les méthodes d'évaluation et de valorisation sont très connues. Moi, j'aurais aimé qu'on prenne en compte, même si c'est difficile dans le monde de la finance, les enjeux, le pivot que certaines entreprises doivent faire, qui est chronophage et énergivore, vous le savez. La territorialité, c'est très important. Certaines entreprises décident, font des choix volontaristes d'aller dans des territoires peu dotés en termes de structure, d'aéroports, d'autoroutes, de très haut débit, etc. Et donc, mais elles font vivre des territoires. Moi, je rêve, alors évidemment, je rêve à haute voix, je rêve que certains fonds prennent en compte ces New Deals, ces goodwills qui sont aussi importants que la valeur ajoutée intrinsèque d'une entreprise dans son innovation, dans son technologie, dans ses brevets. On ne peut pas réindustrialiser, relocaliser, pousser des secteurs stratégiques, être dans la souveraineté si on ne met pas de l'argent là où il y a des risques réels forts, très importants, à court, moyen et long terme. Donc évidemment, je comprends, je connais les grilles de lecture ayant eu moi-même affaire bien sûr aux professionnels, mais voilà, en tant qu'élu et en tant qu'acteur, etc., je ne veux pas rêver, je veux juste qu'on réfléchisse ensemble, et c'est ce qu'on fait ce soir d'ailleurs, à ces nouveaux défis qui nous dépassent même. Et si on veut être ambitieux en termes de transition énergétique et de relocalisation de souveraineté, il va falloir changer quelques paradigmes. Et la finance ne peut pas échapper à ces changements de paradigme. Ça vous paraît possible ? Si je peux compléter, la grille de lecture n'a pas changé, elle est toujours tournée vers l'humain. Après, les secteurs et les géographies évoluent forcément avec le terreau de société qui est présent sur place. Il y a certainement une latence, mais qui est liée aussi aux tests d'investissement des fonds qui ont été validés par les investisseurs et qui, du coup, amènent une certaine latence. Néanmoins, il y a des nouveaux fonds qui sont en train de se créer avec des logiques sur l'industrie, sur le local. Donc, c'est en cours de... Il y a une évolution probable dans les années à venir à ce niveau-là. Oui, et puis après sur les sujets liés à l'impact, il y a eu une première mouture de fonds extrêmement focalisée sur l'impact qui ont été montés sur les 5 dernières années. Il y a des fonds généralistes aussi qui font des investissements sur une thèse impact également. Donc il y a du financement, rien n'est toujours parfait bien entendu, mais les choses évoluent quand même dans le bon sens de mon point de vue. Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour cette première table ronde qui était une table ronde de témoignages. Je vais vous demander de remercier les 2 entreprises qui sont venues témoigner. Je vous propose de poursuivre en nous tournant maintenant vers les acteurs régionaux et l'écosystème. Et pour ça, je vais appeler Christelle Mathieu, Jean-Michel Giraud et Pierre Dagrin. Merci beaucoup de nous avoir rejoints tous les 3. Alors, je vous présente Christelle Mathieu, directrice opérationnelle ad hoc, réseau et ingénierie du haut de bilan. Jean-Michel Giraud, à côté de vous, directeur du pôle attractivité, développement économique, emploi pour Montpellier Méditerranée Métropole. Et Pierre Dagrin, à mes côtés, associé chez Exco, cabinet d'audit et d'expertise comptable. Vice-président d'Occitanie Place Financière, on en parlera tout à l'heure, et vice-président, depuis très récemment, de Créalia. Voilà.
Voilà, voilà. On va peut-être commencer avec vous, Jalil. Je voudrais qu'on évoque... Bon, on a vu le besoin en fonds propres des entreprises, c'est une préoccupation importante. C'est une préoccupation pour la région Occitanie. Face à ça, vous avez mis en place un certain nombre d'outils et de financements fléchés. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns pour essayer de donner un peu des pistes sur les accompagnements? Oui, moi ce que je voulais dire, c'est l'importance qu'accorde la région à la problématique des fonds propres et des quasi-fonds propres depuis très longtemps. On était hier ici même, pas ici, pardon, à Montpellier, je veux dire, à Montpellier, mais avec Irdi Soridec, Capital Investissement, et ça fait 40 ans que la région, que ce soit côté Est et côté Ouest, était dès le départ aux côtés de cet investisseur pour soutenir son économie. Deux choses. 3 périodes pour ce qui nous concerne. Une période, on va dire, récente, 2016-2019, où il a fallu répondre à la problématique des marchés qui ont été impactés financiers et où il fallait structurer l'offre financière sur notre région. Structurer, c'est-à-dire avoir des partenaires stratégiques sur lesquels on peut abonder, mais qui peuvent faire levier, évidemment, pour avoir de la capacité. Donc on a mis, par exemple, nous, on met 35 millions d'euros par an en moyenne dans les fonds propres. C'est 40 fonds qui sont cofinancés avec nous. On a des partenaires avec la BPI, on a des partenaires avec des structures comme France Initiative. Donc ça a été structuré. C'était cette première période. C'est la première fois, etc. La deuxième période, c'est la crise qui est arrivée. La crise qui est arrivée, donc il fallait réagir, faire des pré-rebonds, faire des garanties, et là aussi, il a fallu structurer donc un certain nombre de fonds pour répondre à cette urgence et donc à la situation de la crise. Et enfin, évidemment, post-Covid, il faut maintenant parler de relance, de pré-relance et d'amener des fonds qui permettent aux entreprises d'envisager l'avenir et surtout de se structurer avec les nouveaux enjeux, on l'a dit, de transition énergétique, de relocalisation, de transition, on va dire, de modèle économique, de transformation. Et à chaque fois, on a, nous, été là pour pouvoir donc apporter une solution en face. Alors évidemment, il y a des fonds, je peux citer quelques-uns. J'ai cité le Créalia qui fait le 0,100 K euros, on va dire ça comme ça. On a créé Oxide qui lui, va être l'intermédiaire entre Créalia et les fonds classiques jusqu'à 300 K euros. Et vous voyez, l'idée, c'est d'accompagner et de trouver qu'il n'y ait pas trop dans la raquette dans le financement du haut de bilan des entreprises, que ce soit en fonds propres directs, donc au haut de bilan, ou que ce soit en quasi-fonds propres ou en prêt garanti, évidemment. Et là, pour répondre de manière massive, là aussi, parce qu'on a des demandes très importantes, notamment en termes de prêt haute garantie, là, on s'appuie par exemple sur le fonds Foster avec le FEI, et en partenariat avec, bien sûr, je l'ai dit, la BPI notamment. Voilà un petit peu quelques fonds. Alors, on est en train dans le cadre de la nouvelle stratégie régionale de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, on a mis en place, on va faire quelques annonces bientôt, de nouveaux fonds, de nouvelles structures. Il y a un nouveau fonds qui s'appelle Octet, que le président de la région va présenter dans les prochaines semaines, et donc je ne vais pas l'anticiper. Vous nous dites un petit peu à quoi il va correspondre. En fait, on a concerté pendant la stratégie régionale de la région pour écrire donc nos 4 schémas qui sont l'innovation, l'internationalisation. Le 2e schéma, c'est le tourisme durable. Le 3e schéma, c'est la formation professionnelle. Et le 4e schéma, c'est l'enseignement supérieur et la recherche. Donc ces 4 schémas constituent, on va dire, la feuille de route économique pour nous sur les 7 prochaines années. Et la problématique des fonds propres et des besoins de renforcement des fonds propres pour pouvoir accompagner ces transformations, et notamment dans les secteurs clés et stratégiques pour la région, en termes de résilience et de relocalisation, il a fallu mettre donc en face ce qu'il faut pour pouvoir accompagner et donner les moyens à toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur et quelle que soit l'implantation territoriale. Ça, c'est très important, l'implantation territoriale, les moyens de pouvoir accéder, bien sûr, à l'investissement, à la croissance externe et puis à l'internationalisation. Donc, Octet, la présidente le présentera. Voilà, c'est un fonds qui, bien sûr, qui a été réfléchi. Mais d'autres solutions sont aussi sur la table avec des partenaires. L'idée pour nous, c'est toujours de faire levier.
Je dis bien, nous, quand par exemple, on a mis 69 millions d'euros depuis 5-6 ans sur RDI, Soritec RDI, Capital Investissement. 69 millions d'euros sur 5 ans, c'est conséquent. Mais l'effet levier, il est beaucoup plus important. Et RDI, aujourd'hui, qui gérait 200 millions d'euros de fonds, aujourd'hui, on est à 440 millions d'euros. Donc, on est sur l'idée d'avoir des partenaires qui sont soit thématiques, soit spécialisés sur l'amorçage, sur la croissance, on va dire, d'entreprises très structurées. Voilà. Mais aujourd'hui, RDI, qui n'était pas, par exemple, positionné sur des levées de fonds très importantes, peut suivre une entreprise jusqu'à 15 millions d'euros. Ça devient conséquent, ça devient structurant pour le territoire. Avant, il fallait chercher, évidemment, des fonds, on va dire, soit étrangers, soit parisiens. Donc, on est ravis que des structures, on va dire, régionales soient aujourd'hui en mesure d'accompagner les entreprises jusqu'à un certain niveau de levée de fonds. Alors, vous nous avez présenté les outils existants et ceux qui vont arriver, on le voit avec Octet. Certains. France 2030, l'État va distribuer à peu près 54 milliards d'euros. Comment la région Occitanie se positionne sur cette perspective? Oui. Bon, il faut le mettre dans le contexte. 54 milliards d'euros, c'est une enveloppe très globale qui va être saucissonnée, distribuée, etc. Il faut donc relativiser cela. Deuxième chose, on n'oppose jamais, nous, l'intervention de la région à celle de l'État. On la complète. On l'a prouvé pendant la crise Covid, où on a travaillé en intelligence vraiment et en proximité avec les services de l'État pour aider l'écosystème. L'État a des moyens colossaux et on n'est pas à la maille à ce niveau-là. Il a des leviers et il a aussi des compétences régaliennes que, par exemple, la région n'a pas. Donc, mais est-ce que la région va essayer de capter et agir pour capter une partie de ces fonds? La réponse est oui, et au contraire, c'est une opportunité pour nous, et on s'organise avec les filières, avec le pôle de compétitivité, avec les grands acteurs. Moi-même, j'ai rencontré M. Brunel, qui est le commissaire aux investissements à Paris. On l'a reçu aussi à Montpellier et à Toulouse, et on a fait tous le travail pour présenter, l'écosystème, la dynamique qu'il y a ici. On a valorisé non seulement les levées de fonds qu'on a réussi sur le territoire avec une vraie dynamique, mais on lui a montré aussi des secteurs performants et des capacités de transformer notre économie pour qu'elle devienne réellement, on va dire, plus vertueuse et plus résiliente. Donc, il a été sensible non seulement à la capacité d'investissement, on va dire, et de progrès, mais aussi à la capacité de transformer les modèles économiques, notamment en France. On pourrait être un vrai chantier, un vrai modèle pour lui. Donc oui, on s'organise, on se structure pour être, évidemment, pour faire de l'influence positive, capter le maximum de financement pour nos entreprises et être prêt quand il y a les appels d'offres qui sortent. On a quelques succès déjà, puisque beaucoup de nos entreprises ont déjà obtenu des financements dans le cadre de France 2030. Alors, dernière petite chose sur France 2030, il y a eu quand même une annonce qui dit que 50% de ces 54 milliards devraient aller vers les PME, PMI, les toutes petites entreprises, et en même temps, le commissaire dit que les projets ne sont pas assez ambitieux et par exemple des projets de 2-3 millions n'ont pas été acceptés. Donc moi j'alerte les acteurs financiers et les entrepreneurs sur une chose, on va se retrouver face à un mur. C'est-à-dire on va avoir 54 milliards ou plusieurs milliards qui vont être prêts à être distribués, mais on n'aura pas forcément les entreprises qui sont en capacité d'aller les capter. D'où la question des fonds propres et la capacité à nouveau de nous endetter. Après le PGE, après la dégradation des chiffres d'affaires de certains secteurs, après le coût de l'énergie, après l'inflation et tout ce que vous voulez, l'augmentation des salaires, il faut en parler aussi. Tout ça fait que les situations financières et bilancielles des entreprises ne sont pas en meilleure forme dans tous les secteurs. Certains secteurs sont épargnés. Donc on va avoir une contradiction forte, de l'argent disponible, on nous dit allez-y, mais nous on va se retourner, on ne va pas toujours trouver les TPE, PME, je parle, qui vont pouvoir aller capter ça. D'où la nécessité pour nous d'avoir cette réflexion stratégique avec tous nos partenaires pour leur donner les moyens d'avoir des fonds propres, des casiers fonds propres pour être au moins éligibles à ces financements. Alors justement, on va parler d'ADOC avec Christelle Mathieu. Vous êtes la directrice opérationnelle. Quelles sont les missions en cours d'ADOC? Alors, ADOC, comme son nom l'indique, est là pour accompagner les entreprises dans leur développement global à 360 et sur tous les territoires. On insiste bien parce qu'on a besoin de cet équilibre partout en Occitanie. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas dans les métropoles. Donc notre travail aussi consiste à aller
dans chaque département, regarder où en sont les entreprises dans leur capacité à investir. Nous avons une équipe haut de bilan. Donc le bilan, ce n'est pas que la levée de fonds, bien sûr. Donc nous avons à la fois une mission d'animation des territoires sur cette acculturation en fait à la finance, à la gestion d'entreprise, à la structuration de ce haut de bilan. Donc nous fédérons aussi quand même tous les acteurs du développement économique. On n'est pas les seuls à faire ce métier-là, mais le but c'est de ne pas refaire ce que font les autres, donc plutôt de les entraîner dans une dynamique d'interconnexion, parce qu'il faut toutes les parties prenantes autour de la table pour arriver à faire ce développement économique. Donc ça, c'est un premier travail de fond, je dirais. Et puis ensuite, il y a un travail ciblé, individuel, d'accompagnement d'entreprises qui viennent nous voir. Donc très concrètement, on va rentrer dans le vif du sujet, mais l'idée, c'est de les accueillir. On fait du sourcing auprès de tous nos partenaires économiques dans cet écosystème qui est très riche, très dynamique. Ils peuvent nous solliciter directement, mais aussi via les chargés de mission des autres directions de l'agence. Et puis, au travers des structures d'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, en Occitanie, il y a énormément de structures d'accompagnement qui aident les entreprises à gérer leurs innovations, à les pousser, à les développer. Et nous sommes en contact permanent avec ces structures-là pour accueillir ces entreprises qui pensent, je dis bien qui pensent, avoir éventuellement l'envie, l'ambition de lever des fonds. Notre travail consiste d'abord à faire un diagnostic de la situation et en fonction de ce diagnostic, on éclaire l'entreprise sur son réel besoin et non pas son envie. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences justement entre ceux qui ont l'ambition et après le diagnostic et le résultat? On a mis ce processus en place l'an dernier, à la sortie du Covid, puisqu'il fallait aussi sortir de cette crise financière et on voyait qu'on avait ce questionnement de la part des entreprises. Et en 2022, le chiffre, je vais communiquer ça, on a suivi à date, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 90 entreprises. Sur ces 90 entreprises, il y en a les 2/3 qui avaient un vrai besoin de financement qualifié haut de bilan. Et là-dessus, encore seulement 1/3 qui vraiment ont été mis en contact avec un investisseur. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas trouvé de solution à ces 60 autres entreprises. Les autres entreprises, elles ont des besoins de capitaux permanents, peut-être de dettes à moyen long terme. On les met en relation. Donc, alors pour le coup, on parlait du flux entrant, mais du flux sortant avec l'ensemble des partenaires. Et là, il y a d'autres dispositifs qui ont été mis en place par la région. Il y a Épargne Occitanie, qui est du crowdfunding pour certaines entreprises qui ont des besoins plus modestes. On a l'ARIS, qui est là pour les investissements stratégiques. Donc, on parle de souveraineté, de résilience, de réindustrialisation. C'est pas la même typologie d'entreprise, donc en face, pas les mêmes partenaires. Les fonds d'investissement, évidemment, régionaux, nationaux parfois, les réseaux de business angels, les fonds d'amorçage, on a vu tout à l'heure pour Créalia, mais il y en a d'autres, les plateformes initiatives, les réseaux entreprendre, etc. Les banques, qui aussi peuvent tout à fait répondre à la problématique d'une entreprise quand elle a du chiffre d'affaires, des clients, une structure, un staff de management, etc. Donc cette phase-là de diagnostic est importante. Venir vous voir, se renseigner, avoir un diagnostic pour savoir si ce que l'on pense correspond vraiment à ce dont on va avoir besoin. Notre travail, c'est de la fourmi. On met en relation. Voilà. On est là pour, en fait, présenter l'entreprise au bon moment, aux bonnes personnes. Et comme le disait Valère tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à venir en amont. Parce que c'est pas quand on a le besoin, quelquefois, qu'on arrive à trouver la solution à court terme. Il faut venir en parler bien en amont. Voilà, donc on fait de l'individuel régional et on fait aussi du collectif national avec Occitanie Invest. Voilà. Alors, on reparlera tout à l'heure d'Occitanie Invest, mais quelles sont les ambitions d'ADOC ? Alors d'abord, ADOC, c'est l'Agence régionale de développement de la région. Oui. Donc nous sommes au service de la politique régionale. On en suit les contours et on est là pour optimiser au quotidien avec tous les chargés de mission sur les thématiques qui sont les nôtres, innovation, attractivité, export, la croissance des entreprises. Voilà. Sur tous les territoires, encore une fois, on insiste bien. L'objectif, c'est le même que celui de la région, c'est créer de la valeur, créer des emplois et faire venir des talents. Donc, à la fois des entreprises qui ont une grosse capacité à apporter de la valeur et de l'emploi sur notre territoire, mais aussi à aider nos entreprises à aller à l'étranger, s'exporter. Voilà. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait et comment vous le faites pour travailler avec l'ensemble de l'écosystème, justement ? Nous animons des réseaux. Voilà, déjà la région a mis en place un réseau des développeurs économiques et ce grand réseau est scindé
alors, en famille, on va dire. Hein. Donc, on a un réseau innovation, on a un réseau des incubateurs et des pépinières. Et donc, je suis très contente qu'on fasse ce soir cette table ronde à Montpellier, puisqu'on travaille beaucoup avec le BIC et avec la métropole depuis très longtemps. Une belle synergie. On a un réseau globalement de la création, reprise, transmission, et bientôt un réseau, une communauté en tout cas de développeurs économiques spécialisés dans l'entrepreneuriat engagé, dans l'entrepreneuriat impact, puisqu'effectivement on suit, c'est logique, hein, c'est l'air du temps, il faut accompagner ça, c'est une vraie culture, ça s'improvise pas. Voilà, donc en fait on a ce devoir d'animation, je le disais encore une fois en introduction. On n'essaie pas de faire ce qui existe déjà. On essaie simplement d'optimiser les actions des uns et des autres et les faire travailler ensemble. Ça, c'est très important. Voilà. Alors justement, à côté de vous, Jean-Michel Giraud, vous êtes, je l'ai dit en présentation, directeur du pôle attractivité, développement économique et emploi de Montpellier Méditerranée Métropole, de la ville de Montpellier aussi, fusion. Est-ce que la métropole est impliquée aujourd'hui dans certains instruments financiers ? Oui, alors d'abord peut-être préciser que la métropole, au titre de ses compétences, a une compétence aussi en matière de développement économique qui est complémentaire de celle de la région, qui est plus axée sur l'immobilier d'entreprise, on va dire de manière générale, hein, je fais court, mais en gros on mène forcément des actions conjointes avec la région et coordonnées. Ça, c'est très important de le souligner. Donc effectivement, aujourd'hui, la métropole de Montpellier, elle est historiquement impliquée dans le monde du capital investissement, du capital risque, puisqu'elle a une prise de participation historique dans Soridec qui date d'il y a, je crois, quasiment 40 ans, si je ne me trompe pas. Et on a renforcé ce partenariat en 2017, puisqu'on est intervenu dans 2 véhicules, alors des véhicules plutôt d'amorçage. Là aussi, c'est un peu contre-intuitif, quelque part, que la puissance publique participe à des outils financiers. On pourrait se dire pourquoi. En fait, il faut expliquer qu'on vient partager des phases de risque, qui sont des phases de risque plus critiques, où forcément il y a des rentabilités un peu plus dégradées, et c'est normal qu'on mette de l'argent public à ce moment-là dans ce type de phase de vie de l'entreprise. En amorçage, ça peut être aussi en consolidation. Donc on est intervenu d'ailleurs aussi en 2020 sur un outil de consolidation aussi avec IRDI, Soridec. Et puis on est aussi actionnaire, la métropole, mais aux côtés de la région, de la SAT, qui elle-même prend des participations dans des phases de pré-amorçage. Et donc, par extension, là aussi, il y a des effets leviers, parce que derrière, la SAT elle-même lève de l'argent national et des partenariats avec un certain nombre d'opérateurs. Donc voilà, tout ça se fait en synergie, de manière un petit peu, j'ai envie de dire, systématiquement conjointe, et avec des effets leviers. Alors, est-ce qu'au-delà de ces implications-là, est-ce que vous avez l'occasion d'être plus directement, d'agir plus directement sur ces sujets? On sait que vous avez un outil, par exemple, le BIC, bien sûr, mais pas que. Absolument. Alors donc effectivement, moi j'ai la chance en tant que directeur de ce pôle d'avoir le BIC sous ma responsabilité que je ne présente plus. Donc le BIC fait de l'accompagnement fonds propres depuis longtemps et dispose d'experts en ingénierie financière qui sont là aux côtés des entreprises pour donner à peu près des ordres de grandeur. Les levées de fonds sur le BIC en 2021, j'espère pas me tromper, je crois qu'on est autour de 116 millions d'euros, donc c'est à peu près conséquent hein, avec le nombre d'entreprises incubées. Et puis, on a un outil spécifique qui s'appelle Montpellier Capital Risque, qui est un outil historique, en fait un événement, mais qui plus qu'un événement est un parcours. Mais c'est, je dirais, du même acabit que le parcours qu'on va présenter ce soir. Et de toute manière, les deux sont coordonnés aussi. On n'est pas sur les mêmes segments d'intervention. C'est là que c'est intéressant aussi. Nous, on est un peu plus en amont avec Montpellier Capital Risque, peut-être un peu plus en aval avec Occitanie Invest. Et donc, effectivement, dans le cadre de Montpellier Capital Risque, on dédie des journées d'accompagnement aux dirigeants pour, et je crois que ça a été largement souligné tout à l'heure, les accompagner dans la préparation justement à la levée de fonds. Alors la préparation à la levée de fonds, ça peut être plein de choses, dont notamment savoir pitcher, ça peut être d'ailleurs pitcher en français et en anglais, ça peut être préparer un executive summary, ça peut être avoir des réflexes par rapport à une négociation, enfin c'est assez varié. C'est un parcours assez long, c'est quelque chose qu'on fait sur la durée et ça débouche sur une journée où les sélectionnés viennent pitcher et donc rencontrent des investisseurs potentiels. Je crois que ce que j'ai envie de souligner là aussi, mais c'est exactement pareil pour la région, on le fait de manière conjointe, c'est qu'on met de l'argent sur la table. Tout ça, ça nous coûte de l'argent, on met du temps homme, on met des tickets modérateurs pour pas que ça coûte trop cher aux dirigeants. C'est à peu près 900 € Montpellier Capital Risque, alors que la réalité du coût final
c'est beaucoup plus. Mais c'est un véritable investissement parce que ce n'est pas non plus que du cash qu'on met via des souscriptions. Il y a aussi cette phase d'accompagnement qui est essentielle et donc complémentarité entre les deux événements. Alors, il y a un outil qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, monsieur le vice-président, c'est Occitanie, place financière. On peut en dire un mot parce que c'est quelque chose que la région a poussé. A soutenu, poussé. Évidemment, j'ai à mes côtés le vice-président d'Occitanie Place Financière. Il vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais effectivement, nous avons soutenu l'idée de structurer, on va dire, un lieu virtuel dans lequel l'entrepreneur, quel qu'il soit, l'acteur économique, quel qu'il soit, puisse aller chercher non seulement de l'information, pourquoi pas de la formation, en tout cas tous les outils à sa disposition en matière d'ingénierie financière. Il y a du privé, il y a du public, on a tous les acteurs du financement, on a la Banque de France avec nous, et au lieu de faire effectivement, alors place financière, c'est plutôt souvent lié à des métropoles, hein, pour dire les choses, et au lieu de faire par exemple Toulouse, place financière, et Pierre Daguin reviendra dessus, on a souhaité élargir à toute notre région parce que la problématique de haut bilan, la problématique de l'ingénierie financière concerne justement tous nos territoires et pas seulement les métropoles. On l'a dit, c'est une sensibilité importante de la région. Et on est ravis que les acteurs, tous, publics, privés et institutionnels, nous ont suivis dans cette volonté d'élargir leur volonté, qui était déjà là, de s'associer, de renforcer et de faire à l'ensemble de l'Occitanie, donc Est et Ouest, territoires ruraux, montagnes, mer, avec des problématiques et des spécificités. On en a parlé tout à l'heure un petit peu particulières. Je veux aussi juste dire un mot sur ARIS, que je suis allé très vite pour rejoindre ce que fait la métropole. L'ARIS, c'est l'Agence régionale des investissements stratégiques. On a aussi l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat. C'est aussi une nouvelle donne pour les régions. C'est quand la région monte en haut de bilan, devient actionnaire. C'est la région actionnaire. Et ça, c'est complètement nouveau dans la culture. On va dire, c'est pas de tradition que les régions ou les villes, etc., deviennent actionnaires. Le meilleur exemple ici, c'est Genvia. Évidemment, un projet emblématique avec des effets aujourd'hui colossaux en matière de levée de fonds, d'emploi et d'implantation. Genvia, avec une grande ambition de la région sur l'hydrogène. Qui était au début du tour de table et qui a rassuré, a amené de la confiance dans le tour de table et son rôle est aujourd'hui remercié. Voilà, donc juste pour la place financière, dire que nous sommes très heureux, nous faisons partie du conseil d'administration, nous soutenons cette action et nous ferons tout pour qu'elle puisse avoir des résultats concrets dans les territoires et auprès de tous les acteurs économiques. Alors avec Pierre Daguin, qui est le vice-président d'Occitanie Place Financière, on va expliquer, on va présenter un peu cette association qui est moins un outil qu'un réseau interprofessionnel d'experts. Expliquez-nous exactement qui, quoi et qui est concerné, qui peut venir voir. Alors tout à fait, Occitanie Place Financière, c'est un peu un réseau, comme le disait Christelle, sur lequel peut s'appuyer l'Agence de développement économique de la région, mais aussi les agences de développement économique des métropoles, puisque nous avons été quand même portés sur les fonds baptismaux par ces institutions, puisque dès qu'on a eu envie de créer Occitanie Place Financière en rassemblant le club financier des banques qui avait une vingtaine d'années et Toulouse Place Financière qui avait 5-6 ans, on s'est tourné vers la région qui nous a dit oui, c'est une bonne idée ce que vous voulez faire, mais il faut que ce soit au niveau régional. Donc tout de suite, on s'est tourné vers les métropoles qui nous ont dit c'est une bonne idée, qui nous ont soutenus. Donc Montpellier Métropole et Toulouse Métropole nous ont soutenus, donc les premiers soutiens. Et du coup, bien, les chambres de commerce ont suivi et nous accompagnent, que ce soit la chambre de commerce de l'Hérault, la chambre de commerce de la Haute-Garonne ou la chambre de commerce de la région Occitanie. Donc nous sommes l'objectif, donc, c'est de faire un réseau des acteurs du financement de haut bilan. Donc on trouve bien sûr tous les acteurs du financement de haut bilan, donc les fonds d'investissement, que l'on avait déjà à travers un club d'investisseurs au niveau de Toulouse Place Financière. Et comme en fait ce sont les mêmes que l'on retrouve à Toulouse et Montpellier, donc le périmètre n'a pas changé et donc continue à travailler avec nous.
Nous avons donc les collectivités locales, on en a parlé, mais nous avons aussi tout ce qui est corps académique avec les universités de Montpellier et de Toulouse, les écoles supérieures de commerce de Montpellier et de Toulouse, et puis tous les conseils que l'on peut trouver pour accompagner les entreprises aux différentes étapes du financement de haut de bilan, donc les avocats, les auditeurs, les experts comptables, les conseils en fusion-acquisition, on a même les conseils en gestion de patrimoine parce que eux aussi participent à l'irrigation de l'ensemble de l'écosystème. Nous avons bien sûr les banques qui, à travers le club financier, ont suivi le train de la création de Occitanie Place Financière. Donc tout l'écosystème du financement de haut de bilan, alors haut de bilan, mais aussi un peu bas, parce qu'avec les banques, elles ne sont pas toutes dans le haut de bilan, donc on a un peu toutes les altitudes du bilan. Du coup, tout cet écosystème veut travailler ensemble pour pouvoir créer un réseau sur lequel peuvent s'appuyer les collectivités, et puis également donner de l'attractivité à la région. Donc dire aux entreprises, vous pouvez trouver des solutions dans la région, pas besoin d'aller à Paris, mais aussi dire à des entreprises qui cherchent à s'implanter en région, venez à Toulouse et à Montpellier, c'est là où vous aurez les meilleurs acteurs pour pouvoir vous accompagner. Et puis également tous les étudiants qui sont très très bien formés dans les deux métropoles et même dans d'autres villes de la région, d'avoir envie de rester parce que ils voient qu'il y a des activités qui sont dans un bon domaine d'activité et qui sont dans l'excellence de financement de haut de bilan et qui peuvent rester et qui peuvent les recruter pour pouvoir avoir une carrière sur la région. Un réseau plus qu'un outil, je le disais. Ad-hoc va aussi... alors, vous n'êtes pas sur le même... on va bien réexpliquer parce que c'est important puisqu'on parle pour la première fois d'Occitanie Place Financière ce soir. Expliquer comment Ad-hoc et ce réseau vont pouvoir fonctionner. Oui, alors comme un vrai partenaire qui va pouvoir continuer l'action de l'agence et à mon avis, avec lesquels on va pouvoir avoir beaucoup de références communes. Nous accueillons les entreprises, nous faisons ce diagnostic, nous les orientons. Donc, quoi de mieux que d'avoir une association qui réunit un ensemble d'experts, que ce soit pour du financement ou de bilan ou pour un conseil en gestion, on saura à qui s'adresser. Clairement, pour moi, ça illumine le chemin parce qu'en fait, pour parler clair, on a quand même énormément d'acteurs d'accompagnement et parfois une entreprise, elle ne sait plus vraiment à qui s'adresser. Donc c'est vrai que là, en balisant comme ça, je trouve que la région impulse de la visibilité et de la lisibilité sur vers qui peuvent se tourner les entreprises. Ad-hoc, c'est un couteau suisse, c'est une boîte à outils. Voilà, on vient chercher un diagnostic, je me répète, mais bon. Voilà. C'est important, important. Des programmes d'accompagnement, mais pas que. On cherche aussi des partenaires et des gens avec qui s'adresser. Et souvent, les entreprises, c'est le premier point de départ, c'est à qui je dois m'adresser. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler main dans la main avec cette nouvelle association. C'était bien de clarifier tout ça. Alors, je vais revenir vers vous, Pierre Dagrin, parce que on va laisser de côté Occitanie Place Financière, parce qu'il y a l'autre casquette, c'est votre positionnement sur l'écosystème depuis très longtemps en tant que cabinet comptable partenaire d'Occitanie Invest. Quelle vision vous avez de notre thématique de ce soir du capital risque ? Alors, bien entendu, c'est pour toutes les entreprises, toutes les startups que l'on accompagne, c'est l'objectif pour leur financement. Mais il y a tout le travail quand même du départ. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir intéresser un capital risqueur, il faut avoir déjà financé une partie du développement du projet, qu'il soit projet numérique ou deep tech. Donc il faut déjà avoir levé quelques fonds de manière ou d'une autre. Et du coup, nous, le travail que l'on fait, un peu le travail dans l'ombre, parce que c'est un travail de terrain, c'est d'aider ces sociétés à pouvoir financer les premiers mois, les premières années du démarrage du projet. Donc c'est leur faire comprendre qu'il y a un cercle vertueux à mettre en œuvre en panachant les modes de financement. Donc bien sûr des fonds propres, je pense qu'on est tous là pour les aider à avoir des fonds propres, mais les fonds propres c'est toujours limité, mais les quelques fonds propres qu'on va pouvoir les aider à rassembler vont leur permettre de pouvoir faire un effet de levier sur d'autres sources de financement, et c'est pour ça que je parle de cercle vertueux, parce que ces quelques fonds propres qu'ils vont avoir via des prêts d'honneur à travers Créalia, qui est l'outil de la région, vont leur permettre de pouvoir faire venir de la Love Money ou des Business Angels, et puis
aller voir BPI ou la région pour pouvoir avoir des aides qui seront, elles, assises sur les fonds propres. Et enfin, avec ce package de financement, arriver à aller jusqu'à une première mise sur le marché ou un POC qui va commencer à pouvoir intéresser les capitaux risqueurs et à s'intéresser sur le dossier. Donc tout ce travail de terrain, de l'ombre, de l'amorçage, il est très important. Et nous, c'est le travail que l'on fait en tant qu'expert comptable de ces sociétés, c'est de les aider, parce qu'en plus, elles n'ont pas beaucoup de moyens, donc il faut qu'on soit très adapté à leurs moyens pour leur donner le maximum de nous-mêmes, donc avoir des prévisionnels, etc., pour qu'elles puissent commencer à rédiger un executive summary et un business plan, etc. Donc ce travail-là, on ne le voit pas, mais il est très très important. Alors je l'ai dit, vous êtes partenaire premium et historique d'Occitanie Invest, parce qu'on va quand même lancer cet événement. Pourquoi cet engagement auprès de la convention d'affaires de la région ? Ben oui, ça fait quelques temps, parce que je pense qu'on a démarré avec Mid-Invest 2016. Donc, mais ça a évolué grâce à la fusion des deux régions en Occitanie Invest. Bien, pour nous, c'est naturel, puisque, comme je vous l'ai dit, on est dans l'écosystème du financement de haut de bilan dans notre activité professionnelle. On est dans les incubateurs, on participe quand même à tout l'écosystème. Donc, en action, en entreprise citoyenne, on participe également de manière bénévole et même financière. Donc financière sur Occitanie Invest, financière à travers Créalia, au développement économique de la région, et ça nous semble bien normal. Et puis surtout en accordant du temps, parce que ça demande du temps, pour pouvoir dérouler tout le processus de sélection des dossiers d'Occitanie Invest. Mais c'est aussi pour nous un énorme accélérateur d'expérience et de connaissance de tout ce monde d'innovation. Donc comprendre les spécificités de différents secteurs, de différentes technologies, de différents modes de financement, partager avec les membres de jury, partager avec les candidats, et bien pour nous c'est très très bénéfique. Alors Christelle Mathieu, on va en parler maintenant d'Occitanie Invest, parce que c'est la convention d'affaires de référence de la région Occitanie sur le capital risque, et c'est la 18e édition, je crois. C'est ça. Alors, le bébé a grandi, il est majeur. Oui, 18e édition déjà, convention d'affaires. Alors, tout ce qu'il y a de plus classique, mais pas qu'une convention d'affaires, c'est un parcours d'accompagnement. C'est ça, en fait. C'est la valeur ajoutée, elle est là. On a une obligation de moyens, en fait. On amène les entreprises à maturité pour qu'elles soient capables d'aller pitcher. Pitcher, c'est un terme, voilà, de se présenter devant un parterre d'investisseurs, mais c'est en une fois. Ouais, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. Il faut quand même que les témoins tout à l'heure le disaient, hein, il faut être préparé, il faut avoir ça dans la tête, c'est un training mental fort. On n'a qu'une chance, il faut la jouer, mais ça vaut le coup. Voilà, donc on fait venir 80% des fonds les plus importants parisiens, hein, bon, en plus des régionaux de l'étape, sur 48 heures de travail après un mois de parcours d'accompagnement pour les faire bosser sur le fond et sur la forme. Monsieur voilà, Giraud, il y a ce parcours d'accompagnement voilà. qui est important, hein, ouais. Auparavant. Oui, complètement. Voilà. On le sait tous, en fait. Hein, dans ces métiers-là, on le sait tous. C'est le fond et la forme. Il faut comprendre son business model et savoir l'expliquer à un enfant de 5 ans et qu'il comprenne. C'est ça l'idée, en fait. Hein. Donc la forme, elle est aussi importante que le fond. Ils ont 6 minutes. Voilà. 6 minutes pour convaincre. Là, voilà, Valère le dirait mieux que moi. Ça représente combien d'entreprises Occitanie Invest, justement, pendant la convention d'affaires, l'appel à candidature? Alors, il y a des jurys. On a en moyenne chaque année entre 130 et 150 candidatures. Sauf qu'à la fin, il en restera une vingtaine qu'on juge suffisamment matures et à point, on va dire, pour aller pitcher. Parce que c'est la réalité. On ne veut pas faire prendre de risques inconsidérés à des entreprises. C'est dangereux. Donc, il faut à la fois être suffisamment motivé, à maturité et ambitieux. Il faut y aller. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on lance cet appel à candidature. Il va être ouvert demain, il se fermera le 4 janvier. On laisse le temps aux entreprises de monter leur dossier, de nous appeler. On va sur tous les territoires. Alors nous, on couvrira 13 départements. La grosse différence, c'est ça, c'est que voilà, on a une volonté, et Jalil le sait mieux que personne, d'aller chercher des dossiers partout. Voilà.
Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'équilibrer en fait les candidatures, d'aller chercher des dossiers innovants qui ont du potentiel. On s'adresse aussi à des entreprises qui ont quand même qui sont déjà en phase en fait d'avoir du chiffre d'affaires et des clients. Hein. On n'est pas sur de l'amorçage et des dossiers qui sont très jeunes. On va chercher des entreprises qui ont amorcé un développement et qui ont un fort potentiel de croissance. Voilà. Donc ça c'est important, qui sont évidemment installés en Occitanie, mais enfin ça j'enfonce une porte ouverte, mais je préfère quand même le rappeler. Il faut que le siège social soit là. Ou qu'ils viennent s'installer. Alors très vite, hein, il leur reste 2-3 mois pour déménager. Rassurer ceux qui voudraient venir. Exactement. Donc vous êtes éligibles si vous vous installez. C'est ça. Voilà, on va chercher, on essaie d'avoir un équilibrage territorial important. C'est une attente aussi hein, des élus de pouvoir valoriser aussi le travail dans toutes les régions, dans tous les départements. Et puis, je le disais, on n'a pas une obligation de résultat parce que les fonds sont souverains. Ce n'est pas nous qui décidons si oui ou non un fonds va investir dans une entreprise. Par contre, on a un devoir de les préparer au mieux pour cette date-là. Voilà. Le lauréat, il gagne? Le lauréat, il gagne des rendez-vous. Voilà. Le lauréat, il gagne plein de rendez-vous. En moyenne, on a entre 10 et 20 rendez-vous par entreprise lauréate. Voilà. Alors, ça se symbolise sur une journée, mais en fait, c'est pas possible. On peut pas faire 20 rendez-vous en une après-midi. Donc, l'agence gère le planning, le calendrier, les mises en relation, et puis suit ces entreprises sur le long terme. Donc là, pour donner un exemple, puisque quand même il faut des chiffres, parce qu'il y a les résultats, peut-être, on n'a pas d'obligation, mais enfin, on aime bien en avoir quand même. Donc, sur la dernière édition, on a eu, à date, on a 8 lauréats pour un montant total de 46 millions d'euros de levée de fonds, ce qui est assez correct. Ça monte. Je pense qu'on se professionnalise aussi sur ces métiers-là. On apprend chaque année et voilà. Donc les résultats sont là. On est ambitieux. Voilà, on a envie d'aller plus loin et comme le disait Jalil. Et je pense que ces thématiques se rejoignent. Il faut qu'on aille capter les bonnes entreprises. Voilà, celles qui sont capables justement d'aller chercher ces capitaux. Merci pour cette présentation d'Occitanie Invest. Donc, il reste 3 mois pour faire le dossier, hein, c'est ça à peu près? Oui, il reste 3 mois pour faire le dossier. Je voulais rassurer les entrepreneurs qui voudraient candidater. Si vous faites un pitch et qu'il est compris par un enfant de 10 ans, ça va aussi. Oui, pas forcément 5. Pas 10, forcément 5, ouais, ça me paraît sévère. Quand même. Et la bonne nouvelle, c'est que les investisseurs ont un peu plus que 5 ou 10 ans. Donc, ça, on est rassurés. Nous voilà rassurés. T'as mis la barre très haut. Tant pour la préparation que pour l'action. On est rassurés. Alors justement, Valère, c'est bien que vous réagissiez parce que vous venez d'entendre beaucoup de choses sur cet écosystème régional. J'aimerais que une réaction de votre part sur la perception que vous avez de cet échange, le sentiment que ça vous inspire, peut-être aussi les pistes que vous avez pour nous. C'est difficile d'analyser, donner du perspective sur un moment court. Mais déjà en introduction, on a nous le bénéfice et le plaisir de participer à Occitanie Invest et à Montpellier Capital Risque aussi chaque année. C'est vrai que c'est des moments forts pour nous pour avoir un nombre d'entreprises en face de nous qui est préparé, qui est important et qui sont mis en lumière vis-à-vis qu'on n'aurait pas forcément rencontré par ailleurs. Je rappelle, l'agenda est ouvert, nous, toute l'année pour rencontrer les entrepreneurs. Et donc, forcément, on a besoin d'entrepreneurs qui sont aussi préparés, qui ont anticipé leur levée de fonds, qui viennent nous voir en ayant un plan qui est prédessiné, voire dessiné totalement. D'où la nécessité des accompagnements dont on vient de parler. Avoir une infrastructure d'accompagnement qui soit proche des entreprises et des entrepreneurs paraît important. Et ça bénéficie à tout le monde. Le développement d'une société, c'est un sport collectif. Il y a les entrepreneurs, les salariés, les parties prenantes financières et tout l'écosystème qui est autour. L'ambition, encore une fois, c'est de créer des champions internationaux. On commence par le local, après on va sur l'Europe et après dans le monde. Et donc, il faut avoir à toutes les étapes des entreprises, des entrepreneurs qui soient coachés, accompagnés. Que ce soit par les différentes parties prenantes qui évoluent au fur et à mesure du temps. Donc ravi de voir effectivement toutes les initiatives qui sont menées dans la région. Et encore une fois, grand plaisir de participer aux événements et de rencontrer les entrepreneurs au fur et à mesure de l'avancement de l'année également. Merci beaucoup. Je vais vous remercier à tous. Vous l'avez vu, on a essayé de faire tenir toutes ces informations dans un format un peu resserré. Pourquoi ? Pour vous permettre par la suite, plutôt que de poser vos questions
temps-là d'échanger avec l'ensemble de nos invités. Ça va se faire autour d'un cocktail et vous allez pouvoir continuer à vous rapprocher des uns et des autres pour poser vos questions, des questions peut-être plus référentes à vos cas particuliers. Encore une fois, un grand merci à tous nos intervenants, aux entreprises qui étaient là pendant la première table ronde de cette manifestation qui était organisée par ADOC et par la lettre M. Vous retrouvez d'ailleurs sur vos chaises la dernière lettre M à consulter, bien sûr, et à lire ce soir, peut-être en vous endormant. En tout cas, bonne soirée à tous, merci, et puis je vous invite à rejoindre le cocktail.